Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cette conversation que nous allons avoir à l'occasion des 10 ans du rapport Mapping. Le rapport Mapping de l'ONU a été élaboré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et décrit les violations les plus graves des droits humains et du droit humanitaire international commises en République démocratique du Congo entre mars 1993 et juin 2003. Le rapport examine 617 des incidents les plus graves survenus dans tout le Congo sur une période de 10 ans et fournit des détails sur des cas graves de massacres, de violences sexuelles et d'attaques contre les enfants, ainsi que d'autres exactions commises par une série d'acteurs armés, notamment des armées étrangères, des groupes rebelles et des forces du gouvernement congolais. 10 ans plus tard, rien n'a été fait. Aucune justice n'a été saisie, aucune reconnaissance pour les victimes et aucune réparation pour ceux qui ont été victimes des violations et crimes les plus graves décrits dans ce rapport. 10 ans plus tard, nous avons souhaité revenir sur ce rapport pour mieux comprendre ce qu'il contient et les enjeux pouvant expliquer l'inaction que nous voyons, que nous constatons, ou les difficultés rencontrées par ceux qui demandent aujourd'hui encore justice. 10 ans plus tard, nous trouvons qu'il est plus que temps de comprendre, de vulgariser et de rendre accessible à un public plus large le Mapping Report. Nous avons donc échangé avec des personnes ayant de l'expertise et de l'expérience avec les questions que nous nous posons. Et nous espérons ainsi contribuer à faire connaître un petit peu plus le rapport Mapping afin que la justice vienne enfin. Car comme a dit le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, no justice, no peace. Cette initiative de Jambo ASBL s'inscrit dans la campagne du Global Campaign for Rwandan Human Rights, faisant du mois d'octobre le mois de sensibilisation sur le génocide commis contre les Hutus. Merci à vous et entamons cette conversation ensemble. Monsieur Patrick Mbeko, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue canadien d'origine congolaise, spécialiste des enjeux géopolitiques de la région des Grands Lacs africains. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages qui traitent de la question pour la région, mais également ailleurs. En tant qu'expert, vous avez beaucoup travaillé sur la situation géopolitique de la région des Grands Lacs en ce qui concerne notre sujet sur la sous-région qui est le territoire congolais. Vous avez également exploré plein de pistes sur les différents crimes de masse et contre l'humanité ayant endeuillé la région. Nous avons souhaité vous poser la première question pour savoir les circonstances de la rédaction du rapport Mapping. Qu'est-ce qui a engendré la rédaction du rapport? Qui a autorisé les travaux d'équipe et comment se sont déroulées les enquêtes et la rédaction ayant mené au rapport Mapping? D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité pour cette discussion. Pour aller droit au but et répondre à votre question, le projet Mapping est né en fait suite à la découverte de 3 fosses communes à l'est de la République démocratique du Congo en 2005. Et donc, il y a eu un rapport qui a été déposé au Conseil de sécurité en 2006. Et en mai 2007, le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, donc M. Ban Ki-moon, a approuvé les termes du projet Mapping, donc suite à une série de consultations qu'il y a eu avec les agences onusiennes et plusieurs partenaires qui étaient concernés, y compris le gouvernement de la RDC. À l'époque, c'est Joseph Kabila qui était au pouvoir. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que le projet Mapping a été lancé sous la gouverne du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Et donc, il y a eu près de 33 experts qui ont été impliqués directement dans la recherche sur le terrain pour comprendre ce qui s'était passé dans les années précédentes sur des violations graves de droits de l'homme qui étaient commises dans la région. En gros, en fait, c'est ça, c'est de là qu'est parti le projet et tout ça. C'est bien. Le rapport semble ne pas avoir de vocation à nommer les auteurs des crimes et d'y laisser ce soin à la justice. Plusieurs pays se retrouvent cités dans ce rapport, dans plusieurs chapitres. Beaucoup d'entre ces pays et beaucoup d'auteurs présumés sont également aujourd'hui encore en exercice, n'ayant jamais été poursuivis par la justice. Comment cela influence-t-il la justice aujourd'hui? Quels enjeux politiques
voyez-vous? Bon, la première chose qu'il faut dire, et c'est très important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens qui semblent ne pas peut-être le savoir, c'est que contrairement à certaines commissions d'enquête dont le mandat euh, requiert spécifiquement d'identifier les auteurs des violations graves de droits de l'homme afin de s'assurer que les responsables à répondre de leurs actes devant la justice, l'objectif du projet Mapping n'était donc pas d'établir ou de tenter d'établir les responsabilités pénales individuelles des acteurs. C'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, le but véritable, c'était d'exposer juste la gravité des violations commises dans le but d'inciter une démarche visant à mettre fin à l'impunité. Donc, il y a une sorte, je dirais, un tout petit peu de flou artistique et cela aussi permet de comprendre le caractère très politique et très sensible de ce projet, du projet Mapping. Et il faut aussi dire en même temps qu'au regard des enjeux géopolitiques, géoéconomiques, dans la région des Grands Lacs ou qui caractérisent, qui sous-tendent parfois les crimes qui ont été commis. Et on peut comprendre pourquoi jusqu'à ce jour, beaucoup de gens, beaucoup d'États, beaucoup de personnes pardon, impliquées dans ces violations graves du droit de l'homme ne sont pas poursuivis. On ne peut pas dire qu'on ne les connaît pas, même si le rapport, il y a une partie du rapport qui jusqu'à aujourd'hui reste très très confidentielle. Il n'en reste pas moins qu'on sait qui a fait quoi dans cette région. Il existe une documentation pléthorique sur les crimes qui ont été commis. Maintenant, il s'agit d'un problème, d'un sujet qui est éminemment politique, et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se pavanent sans être inquiétés par la justice. Le rapport fait état de types de violences et d'atrocités commises sur le sol congolais, dont des violences sexuelles, des massacres de population. La communauté congolaise, elle, dénonce haut et fort le massacre de plus de 5 millions de personnes, directement ou indirectement. Mais également, on parle beaucoup de pillage des ressources naturelles du territoire congolais. Quel regard portez-vous sur l'aspect économique de ce conflit? Oui, le conflit qui a commencé en RDC en 96, bien que je vais même plus loin, hein, je dirais, vous me parlez de la RDC, moi je remonte à l'histoire de votre pays, de la guerre qui a commencé en 90. Quand on regarde, quand on fait, on prend du recul, on jette un coup d'œil sur le rétroviseur de l'histoire, on se rend bien compte que la guerre qui a commencé sur les collines rwandaises ne visait pas nécessairement seulement le Rwanda, mais elle visait aussi la République démocratique du Congo. Et comme l'a dit le colonel Michel Robardet, qui était assistant technique euh, au Rwanda, c'était un officier français, il a dit il n'existe pas de guerre sans motif économique. Les motifs économiques de la guerre du Rwanda n'étaient pas au Rwanda, ils étaient au Congo et les Rwandais payaient cher, très cher les prix des richesses de leurs voisins. Donc c'est pour dire que dès le départ, il y avait une dimension économique qui était très importante dans la guerre de la RDC et on l'a vu quand la guerre a commencé. Les rebelles, quand on essaie d'analyser la trajectoire de la rébellion de l'AFDEL, qui est en réalité, en fait, qui jouait la sous-traitance de l'armée patriotique rwandaise et des armées ougandaises et burundaises, on s'aperçoit qu'ils ont visé d'abord les zones qui étaient riches en ressources naturelles, ils ont massacré les populations Hutus qui étaient là, les réfugiés Hutus et les populations congolaises, tout en mettant la main, en fait, sur des concessions entières. Et il faut surtout rappeler qu'en 96, on a vu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des grandes entreprises multinationales venir signer des contrats avec un groupe rebelle qui n'avait même pas encore n'avait pas encore le pouvoir, ont signé des contrats avec lui. Et cela met en exergue, met en évidence le caractère strictement hautement géoéconomique de la guerre à laquelle le monde a assisté en RDC en 1996. Et donc, quand le Mapping Report documente tout ça, le Mapping Report fait allusion à ça, mais ne rentre pas beaucoup dans les détails. Ça reste un peu très superficiel et on limite le conflit à sa nature, entre guillemets, ethnique ou même une guerre civile, alors qu'au fond, il y avait une dimension économique et géoéconomique non négligeable. Monsieur Mbeko, merci de partager avec nous votre expertise concernant le rapport. Nous souhaitons à présent aller plus loin dans le contenu du rapport et lever la voix sur ce qui est décrit concrètement dans cette cartographie de crimes les plus graves qu'adresse justement le rapport Mapping. En tant qu'expert, pourriez-vous nous dire ce que contient concrètement le rapport? Quel est votre point de vue en tant qu'expert de la région?
Mais je pense que le contenu du rapport, il y a un mot que vous avez cité là, sur la cartographie des crimes qui ont été commis dans la région entre 1993 et 2003. Et donc, le rapport a recensé, je crois, près de 617 violations graves de droits de l'homme. Mais ce qu'il est important de relever aussi, c'est qu'il y a eu d'autres violations de droits de l'homme que le rapport n'a pas nécessairement comptabilisées parce qu'on estimait que ce n'était pas d'une envergure importante. Donc, ça vous donne une idée. En fait, le rapport mapping nous donne une idée sur ce qui s'est passé, mais pas totalement un éclairage je dirais, profond et global de ce qui s'est véritablement passé. Cette cartographie, cette radiographie des crimes nous permet simplement de comprendre qu'il y a eu des violations graves de droits de l'homme dans cette région-là. Moi, je pense que ça se cantonne, ça se chiffre en milliers, pas 617, qui est trop importante là. Il faut le dire, 617 violations graves de droits de l'homme, c'est très important. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus important au regard de ce qu'on a pu observer. Et il faut en même temps rappeler que dans sa stratégie de conquête du territoire congolais, de massacre des populations, l'armée patriotique rwandaise a appliqué une stratégie qu'elle a appliquée au Rwanda à l'époque, pendant la guerre civile en 1994. C'est ce qu'on appelle la stratégie du bouclage de terrain d'opération, de théâtre d'opération. De cette manière, elle pouvait commettre des crimes, faire disparaître les traces et personne ne pouvait s'en rendre compte. On a une idée des crimes qui ont été répertoriés, mais je pense que si le rapport, on devait donner une suite à ce rapport-là, on va découvrir des crimes beaucoup plus abominables que ceux qu'on a pu observer jusqu'à présent. Mais, encore faut-il le dire, et je le répète, les crimes qui ont déjà été répertoriés dans ce rapport sont trop importants pour laisser passer comme ça. Justement, vous faites bien de dire, 10 ans se sont déjà écoulés depuis l'établissement de cette première cartographie. 10 ans, c'est beaucoup. Pensez-vous qu'il y a des éléments nouveaux aujourd'hui qu'il conviendrait de revoir? Est-ce qu'il faudrait faire un update de ce rapport? Oui, mais bon, avant de faire l'update de ce rapport, il faut déjà appliquer quand même essayer de donner une suite à ce que l'on sait. Et c'est là le problème. Vous avez parlé de 10 ans. 10 ans est énorme, mais moi, personnellement, ça ne me surprend pas. En 2010, le 1er octobre 2010, quand le rapport a été publié, j'avais assisté à une conférence de presse des communautés rwandaises, congolaises et burundaises à Montréal. Et ce n'était pas pour être pessimiste, mais j'avais dit aux gens, ce rapport a été publié, mais il n'y aura pas de suite. En tout cas, pas pour l'instant. Pourquoi je l'ai dit? Simplement parce qu'on sait dans quelles conditions ce rapport a été publié. On a essayé de l'étouffer, ce rapport. Et ce rapport, en fait, dit ce que l'on savait, en tout cas ce que les gens qui ont travaillé sur la région des Grands Lacs savaient. Vous savez, il y a eu des crimes au Rwanda qui n'ont pas été sanctionnés. Il y a eu un tribunal pénal international pour le Rwanda qui a sanctionné un seul camp, occultant royalement les crimes qui ont été commis par le Front patriotique rwandais. On a des rapports comme le rapport Gersony qu'on nous a dit qu'il n'existait même pas alors qu'on savait qu'il existait, qui parlait du génocide des Hutus dans 3 préfectures du Rwanda après la conquête du pouvoir du FPR. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce que l'on sait, la première chose avant de mettre à jour ce rapport, ce qui serait très important, mais il faut déjà donner une suite au rapport qui existe. C'est-à-dire que le rapport mapping ne peut pas être balayé ou rejeté ou jeté dans les poubelles de l'histoire. Il faut donner une suite à ce rapport qui documente des crimes graves que les gens ne semblent pas vouloir juger pour des raisons qu'on peut facilement comprendre quand on observe, on analyse les implications de certains acteurs dans ce qui a été fait dans la région des Grands Lacs. Plusieurs groupes et plusieurs États sont visés dans le rapport en question. Et celui-ci dérange en particulier le gouvernement rwandais, qui de surcroît s'adonne à refuser et à réfuter les résultats du rapport, par exemple, comme le président rwandais a qualifié du rapport vide de sens dans certains de ses interviews. Y a-t-il dans le contenu du rapport de quoi inquiéter l'État rwandais? Qu'est-ce qui contrarie autant Kigali? Oui, je pense que le gros problème de Kigali, d'abord, c'est les crimes qui ont été décrits, mais par-dessus tout, c'est l'utilisation du mot génocide. Il faut rappeler, il est important, il convient de souligner que depuis 1994, depuis la victoire militaire du Front patriotique rwandais au Rwanda,
le régime de Kigali a fait le génocide rwandais, du génocide rwandais qu'il a rebaptisé en passant le génocide des Tutsis, un fonds de commerce, un élément de diplomatie, un élément de terrorisme intellectuel, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui parler des morts Hutus ou des morts congolais. Dès que vous parlez des Hutus qui ont été massivement massacrés, on vous dit que vous faites du révisionnisme ou du négationnisme. Donc, quand on comprend ça, on comprend pourquoi Kigali est inquiet, parce que le rapport Mapping dit que les crimes qui ont été commis dans la région pourraient être qualifiés de crimes de génocide devant un tribunal international, devant une juridiction internationale. Alors, à partir de ce moment-là, et on ne se rend pas compte de ça, mais c'est par ricochet l'historiographie officielle du génocide survenu au Rwanda qui va être questionnée, parce que Kagame est présenté comme celui qui a arrêté le génocide, et à travers le Mapping Report, on se rend compte que non seulement cela ne tient pas la route, mais il a massacré des Hutus et il a commis un génocide contre les Hutus. Alors, la thèse, et ça s'est passé au Congo, mais les répercussions sur l'historiographie officielle du génocide au Rwanda va se faire très rapidement, parce que celui qui a été présenté comme le héros qui a arrêté le génocide a commis un autre génocide. Et c'est la raison pour laquelle, au Rwanda, on fait tout pour que ce rapport-là soit étouffé. Ils ont essayé de l'étouffer. Et c'est une fuite au journal Le Monde qui a permis aux gens de comprendre qu'il existait un rapport dans les tiroirs des Nations Unies. De la même manière, il vous souviendra du rapport de Michael Rogan, ce n'est pas le même dossier, mais le rapport Rogan sur l'attentat contre l'avion du président Birimana, qui constitue l'élément déclencheur du génocide, avait été étouffé par les Nations Unies. Donc, on se rend compte aujourd'hui que Kigali, dans les dossiers qui posent problème pour lui, essaie de tout faire pour étouffer ce rapport-là. Et le rapport Mapping, en emploie le mot génocide, le mot génocide devient l'objet, en fait, d'une lutte pour le régime de Kigali, parce que non seulement il va être pointé du doigt dans un génocide, mais ce génocide-là va emmener les observateurs les plus avisés à questionner la doxa officielle que ce régime a imposée au monde entier depuis 1994. Merci beaucoup d'avoir bien voulu échanger avec nous. Avant de nous quitter, souhaiteriez-vous nous donner vos impressions? Quelles sont vos attentes par rapport au rapport Mapping et la situation actuelle, vos conclusions en quelques mots? Écoutez, la suite à donner au rapport Mapping va dépendre avant tout de la détermination des Rwandais et des Congolais à faire triompher la justice sur tout ce qui s'est passé dans la région. On a eu un tribunal pénal international qui n'a pas pu le faire, alors que l'une de ses missions était en fait non seulement de juger, mais aussi de réconcilier les Rwandais, par exemple. Et sur ce point, le tribunal de l'ONU a lamentablement échoué pour des raisons strictement politiques. Et donc, dans le cas de Mapping Report, il faut s'assurer que cela n'arrive pas. Si on arrivait à avoir un tribunal pénal international, il y a une campagne qui a été lancée par le docteur Denis Mukwege sur la mise en place d'un tribunal pénal international devant juger les crimes commis au Congo. Moi, bien qu'une telle institution ne puisse peut-être pas rendre justice de manière totale aux victimes, une telle institution a quand même sa raison d'être. Maintenant, il faudrait que les Rwandais et les Congolais se mettent ensemble pour faire triompher en fait la mise en place de cette institution qui pourra au moins qui pourra permettre de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Vous savez, même le TPR, même s'il a été considéré comme une justice de vainqueur au regard du fait qu'eux n'ont jamais été poursuivis, ou des vaincus à la lumière de ceux que l'on a pu observer, puisque ce sont les vaincus qui se sont retrouvés au banc des accusés. Il faut dire que le tribunal pénal international a quand même permis de comprendre ce qui s'est passé au Rwanda en partie, je dirais. Et on sait aujourd'hui que l'historiographie officielle, contrairement à ce qui a souvent été raconté, a subi des blessures mortelles au TPIR, parce qu'on sait aujourd'hui que le génocide n'a pas été planifié, par exemple. On sait que la radio des Mille Collines, que l'on décrit comme une radio génocidaire, n'avait pas été conçue pour cela. Et il y a un certain nombre de choses que l'on sait à travers les travaux du TPIR. Et je crois qu'avec un tribunal pénal international pour la RDC, on pourrait comprendre beaucoup de choses sur ce qui s'est passé. Le cas échéant, moi, je pense que
seul l'avenir nous le dira. Mais tôt ou tard, il faudrait quand même que certaines personnes qui ont participé à ces crimes se retrouvent au banc des accusés et soient jugées. Ça, c'est très important. Mais pour y parvenir, il faut que les Congolais, les Rwandais, ou voire même les Burundais, qui se mettent tous ensemble pour exiger la création d'une telle institution et s'assurer surtout que cette institution ne puisse pas, en fait, connaître les mêmes problèmes qu'a connu le TPR en son temps. Je parle ici, je fais allusion aux émissions politiques qui vont faire en sorte qu'on va peut-être juger les marionnettes et on va garder les marionnettistes à l'ombre, au frais, sans être inquiété. Ça, je trouve ça, personnellement, je trouve ça insupportable. Mais s'il faut commencer quelque part, il faut faire en sorte qu'il y ait une justice dans la région. C'est seulement la justice qui va peut-être permettre qu'il n'y ait plus ce genre d'actes hautement criminels qu'on a pu observer, qui sont des actes qui sont décrits dans le rapport mapping. Donc, moi, j'appelle en tout cas l'union des Rwandais, des Burundais, des Congolais, pour qu'ensemble, qu'ils se battent, pour qu'il y ait un tribunal. Mais par-dessus tout, cette région a besoin de paix. Les Rwandais sont très divisés. Les Congolais, avec les Rwandais, pendant longtemps, ça ne marche pas, le courant ne passait pas. Mais il faut que les gens comprennent que ce sont des problèmes, ce sont des affaires qui sont éminemment politiques. Et qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation là-dedans et que Kagame ne représente pas tous les Rwandais. Kagame n'est pas le représentant des Rwandais. Il faut que les gens le comprennent. Tout comme tous les Rwandais ne sont pas pro-Kagame non plus. Et ça peut se voir, hein, la façon dont il massacre les gens tous les jours là-bas, Rwandais, Hutu, Tutsi et tout, nous montre que ce type-là ne compte que sur son pouvoir, il ne se bat que pour son pouvoir. Alors, il faut que les gens dans la région puissent le comprendre et il faut que toutes ces populations puissent à un moment donné se réconcilier, puissent travailler ensemble pour une paix durable dans la région du Grand Lac. Merci beaucoup pour votre intervention. Comme disait le docteur Mukwege, no justice, no peace. À bientôt. Jean-Claude Poutou. Docteur, vous êtes docteur en sciences politiques et travaillez au sein de la société civile congolaise. Chercheur et enseignant, vous vous intéressez à la politique et aux bonnes gouvernances dans la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux dynamiques de paix et de sécurité d'intégration africaine. Vous êtes également porte-parole de la campagne « Le Congo n'est pas à vendre ». Comme politologue spécialisé sur le pillage des ressources du Congo et de la politique congolaise en général, nous vous avons demandé un éclairage sur le dossier qui nous préoccupe. Donc, selon vous, pour quelles raisons les recommandations du Mapping Report pour juger les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, des crimes de génocide décrits dans le rapport n'ont pas encore été mises en œuvre? Bonjour et merci pour ces préoccupations. Comme vous le savez, ces dernières semaines, il y a eu tout un mouvement au sein de la société civile congolaise pour remettre en jour la question du rapport mapping. Pourquoi cela n'a pas été appliqué? Je pense que les responsabilités sont à situer aux deux niveaux. D'abord, dans un premier temps, au niveau des auteurs du rapport, c'est-à-dire les Nations Unies, qui, en publiant ces rapports, avaient décidé pour des raisons politiques de ne pas citer les noms des auteurs ayant commis ces violations, de pointer du doigt les responsables. En faisant cela, il a lui-même, les Nations Unies ont elles-mêmes allé au-delà contre les mécanismes qu'il proposait à la RDC, c'est-à-dire la manifestation totale de la vérité. Voici une première raison. Une deuxième raison qui est compréhensible, c'est juste que les autorités politiques, au moment de la publication du rapport, qui étaient, que ce soit en RDC, au Rwanda, en Ouganda, les pays concernés principalement par ces rapports, étaient quelque part impliqués parce qu'ils étaient partie prenante à ces conflits, aux violations qui étaient dénoncées. À partir de ce moment, on peut facilement comprendre qu'il n'y ait aucune envie de mettre en place des mesures, des recommandations qui, quelque part, montraient qu'elles-mêmes étaient concernées et impliquées par ces violations. Merci
beaucoup pour votre réponse. Alors, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour que quelques-unes de ces recommandations soient mises en place? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faisait? La campagne qui a été lancée par la société civile avec l'initiative du docteur Mukwege pour l'application des rapports mapping montre clairement la voie à suivre. Et à mon niveau personnel, je dirais, il y a trois choses qu'il faudra faire. La première chose, c'est la responsabilité de la communauté internationale et des Nations Unies, en particulier des SACIME. SACIME, ça veut dire rendre public la partie du rapport gardée secrète jusqu'à aujourd'hui. Rendre public les noms de ceux qui sont responsables ou pointés comme responsables de ces violations massives pour que tout le monde les connaisse. La plupart de ces personnes sont encore au pouvoir aujourd'hui dans notre sous-région. Et quelque part, parce qu'elles demeurent inconnues, parce qu'elles demeurent protégées par les Nations Unies, la manifestation de la vérité est devenue quelque chose d'impossible et nous assistons malheureusement, aujourd'hui, 10 ans après la publication de ces rapports, à la continuation de ces massacres, de ces violations massives des droits de l'homme. Donc, il faut, de la part des Nations Unies, révéler publiquement les annexes qui ont été gardées secrètes pour que la vérité soit connue de tous. Deuxième chose de la part de la communauté internationale, c'est d'aller au bout de leur logique. Aujourd'hui, des instruments internationaux existent pour poursuivre les violations, ceux qui sont responsables des violations massives des droits humains, alors qu'ils mettent en œuvre ces machines, soit par la création d'un tribunal pénal international ou spécial sur la RDC, comme les demande de l'ensemble de la société civile congolaise, soit par la mise en place d'un tribunal hybride, mais il faut que la communauté internationale s'engage résolument pour la manifestation de la justice et pour l'indemnisation de la victime. La deuxième piste, c'est qu'on se rend compte juste que depuis, si on remonte jusqu'à 1993, ça va faire pratiquement 30 ans que ces massacres ont été commis et les victimes n'ont jamais eu droit à une quelconque réparation. Il est temps qu'un mécanisme international de réparation pour les victimes soit mis en place. Et troisième élément, et ça c'est le travail que la société civile congolaise doit faire dans les jours à venir, c'est demander des comptes à nos autorités politiques. Ils ont l'obligation de poursuivre les auteurs de ces massacres. Ils ont l'obligation de dédommager les victimes congolaises. Ils ont l'obligation de dire la vérité au peuple congolais sur les massacres qui ont eu lieu dans ces pays et qui continuent dans ces pays. Bref, c'est dans leur devoir d'agir et de protéger les citoyens congolais. Or, jusqu'à présent, ce travail-là n'a pas été fait. On a vu un début des manifestations d'intérêt et nous attendons des autorités congolaises que véritablement elles puissent s'auto-saisir de ces problèmes et puissent poursuivre les coupables et dire la vérité sur cette série de massacres qui, aujourd'hui, 30 ans après, continuent à faire des victimes au sein de notre pays. Voilà, vous avez donc cité quelques actions que la société civile pourrait entreprendre pour la fin de l'impunité pour les auteurs de ces crimes horribles. Le docteur Mukwege a inspiré beaucoup ces derniers temps. Est-ce que vous voyez ce qu'il faudrait ajouter aux actions? Nous avons vu par exemple un site dédié à la mémoire des personnes disparues, organisé pour que la mémoire reste vivante. Vous parlez maintenant d'interpeller les autorités locales, pour qu'eux prennent leurs responsabilités face à la population. Quelles autres actions voyez-vous qui pourraient être pertinentes pour la société civile congolaise afin que ce revoie le jour et ne soit plus mis dans un tiroir, comme le disait le docteur? Je pense que non seulement ces souvenirs des victimes est important, mais surtout l'implication de l'ensemble des acteurs de la société civile. La sensibilisation, il faut en parler, ces souvenirs ne suffisent pas. Ces souvenirs, c'est pour en parler. En parler, c'est pour demander justice et réparation. On a vu par exemple ce qui est totalement inadmissible, que les derniers jours, des populations de Kisangani, une ville martyre par excellence, après l'affrontement entre l'armée rwandaise et ougandaise dans une ville étrangère, ces populations n'ont jamais obtenu un droit quelconque à une réparation ou à une reconnaissance de leur statut de victime. Et ces derniers jours, on a vu les autorités locales de Kisangani interdire aux jeunes
de manifester, de se souvenir, de se rappeler ce qu'a été les différentes guerres des armées étrangères à Kisangani. C'est ce genre de comportement que la société civile doit dénoncer et la société civile doit s'organiser pour continuer, elle, à rendre public les différents massacres et en parler, pour arriver à obtenir, et je pense que ça sera là le début du changement, une mobilisation nationale pour demander réparation, pour demander justice et pour enfin commencer un processus de réconciliation tant à l'interne qu'au sein de notre sous-région qui a trop souffert des massacres passés. Merci beaucoup pour votre intervention. Peut-être avant de vous donner la parole pour une observation générale, une dernière conclusion, j'aimerais juste vous poser la question, voyez-vous des synergies possibles avec la société civile, entre la société civile congolaise d'une part et la société civile des pays limitrophes comme le Rwanda ou le Burundi, qui pourraient amener tous ces acteurs en fait à voir la fin de l'impunité qui deviennent réalité enfin? Y voyez-vous des pistes possibles? Les pistes ici, elles n'existent pas. Je pense que nous avons la responsabilité en tant que citoyens de la sous-région d'ouvrir les chemins. Ouvrir les chemins, ça veut dire que les crimes qui aujourd'hui, les massacres qui ont touché la RDC ont leur origine dans les crimes, dans les génocides qu'il y a eu au Rwanda, dans les différentes guerres dans la sous-région. Le Congo a abrité ce qu'on a appelé la guerre mondiale africaine. C'est voir l'impact, les conséquences de ce qui se passe dans notre pays par rapport à la sous-région. Et la solution ne peut pas seulement être une solution nationale. La solution doit être régionale. Et ça passe par la reconnaissance de toutes les victimes des massacres dans le pays. Ça passe par la condamnation ferme et claire de tous les auteurs des génocides au Rwanda, des massacres au Congo, des massacres au Burundi et leur traduction devant la justice. Ça passe aussi surtout par la construction d'un espace démocratique dans nos trois pays et au-delà. Sans démocratie, sans liberté, sans justice, les massacres passés risquent de se perpétuer. Et le déni de justice, qu'il soit au Rwanda, au Burundi ou au Congo, c'est quelque chose d'inadmissible. Personne n'a le monopole de la victimisation. Personne n'a le monopole de l'innocence. Les crimes continuent. Aujourd'hui, les populations à l'est de la RDC vivent dans l'insécurité la plus totale et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. Donc, je pense que oui, la synergie est possible. C'est la conjugaison des efforts dans nos trois pays, dans nos quatre pays, y compris l'Ouganda, y compris la Tanzanie, dans cette grande région de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. La société civile doit devenir le fer de lance de la liberté, de la réconciliation, mais aussi de la justice. On ne peut pas s'abriter derrière le pouvoir pour continuer à ignorer la vérité, pour continuer à ignorer les victimes et continuer à confisquer la liberté. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas admissible, qui est impossible et la société civile de la sous-région doit ouvrir les chemins de la collaboration, les chemins de la synergie pour pouvoir être plus efficace afin que nos voix soient entendues, afin que nos demandes deviennent possibles et réalisables. Wow, c'est un très bon message et vous avez parlé justement que nos voix soient entendues. En ce moment, on aimerait bien vous donner la place de faire une recommandation ou de faire une demande pour que nos voix soient justement entendues. Une recommandation, une demande. J'ai envie un peu de revenir à l'essentiel parce qu'on attend ces discours de dire il faut une justice transitionnelle. On a vu le ministre congolais de l'Intérieur sur TV5 Monde en parler. Mais une justice transitionnelle, les gens pensent qu'une justice transitionnelle, ça veut dire oublier la vérité, aller vers la réconciliation. Mais la justice transitionnelle repose dans son essence sur 4 piliers. Les piliers qui concernent les États. Les États ont l'obligation de mener une enquête et de poursuivre les auteurs des crimes. Ça, c'est le premier élément de la justice transitionnelle. Ça veut dire que nos États ne doivent pas se cacher derrière la demande de réconciliation pour ne pas faire justice aux victimes et poursuivre les coupables. Le deuxième pilier, justement, c'est la question du droit à la vérité.
Le peuple de la sous-région vit dans un espace de déni total. Nos autorités politiques ne nous disent pas la vérité sur ce qui s'est passé. Nos autorités politiques ne disent pas où sont passés nos morts, quelles sont-elles devenues. Aujourd'hui, il y a des familles qui restent encore traumatisées parce qu'elles ne savent pas où ont été enterrés leurs frères, leurs sœurs, leurs femmes. On n'en parle pas assez et nos États sont juste incapables de nous dire ce qui s'est passé, alors qu'ils ont l'obligation de le dire. Le troisième pilier de la justice transitionnelle, c'est justement la question de la réparation. Qu'on nous dise au Congo quelles ont été les victimes de ces massacres dénoncés dans les rapports mapping et qui continuent jusqu'à aujourd'hui, qui ont été réparés. Non seulement les populations sont victimes de massacres, leurs habitations, elles vivent comme des réfugiés déplacés dans leur propre pays ou à l'extérieur, mais ils n'ont même pas le droit à la reconnaissance des statuts des victimes parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Elles sont tenues pour être des quantités négligeables. Et enfin, le quatrième pilier, c'est éviter la répétition des massacres. Or, notre sous-région en général et la République démocratique Congo en particulier, 30 ans aujourd'hui, que nous ne connaissons pas de paix. Au quotidien, des femmes sont violées, des familles sont massacrées, des villages détruits. Mais ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Et les discours communautaires, les discours protectionnistes ne servent à rien. Vous savez, ces derniers temps, je vois fleurir dans les réseaux sociaux congolais les discours d'un pasteur congolais qui, il y a un an, avait tenu les discours en disant « Quoi qu'il en soit, les choses tournent. Et ceux qui aujourd'hui pillent, violent, détruisent ou occupent des espaces congolais, demain, même si la génération d'aujourd'hui meurt, la génération de demain récupérera cela. Et au lieu de s'installer dans un système de vengeance à cause d'un déni de justice, il faut dire la vérité, il faut poursuivre les coupables. Et c'est à cela, je pense, qu'en tant que société civile, en tant qu'acteurs de la sous-région, en tant que jeunes que vous êtes, nous devons tous nous engager pour arriver à créer cet espace de liberté, de démocratie et d'attente mutuelle pour qu'enfin les potentialités de notre sous-région puissent se libérer et permettre à l'Afrique de franchir un pont. Parce que nous sommes au cœur du continent et si nous ne décollons pas, ça sera difficile pour construire cette intégration africaine et ce développement que nous voulons. Mais cela ne peut se faire que dans la justice, dans la réconciliation et dans la liberté. Sans ces trois éléments fondamentaux, je pense qu'on pourra aller nulle part et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Les dictateurs, ceux qui empêchent la manifestation de la vérité, ils doivent savoir que la jeune génération, les citoyens de la sous-région ont soif de la liberté. Et cette soif, on ne peut pas l'étouffer indéfiniment. Elle va finir par se libérer et nous aurons ce que nous voulons parce que c'est la manifestation du grand nombre et c'est le désir de la vérité et de la justice qui finiront par triompher. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous retenons donc juste conciliation et liberté. Merci d'avoir pris votre temps. Nous continuons notre échange, évidemment. Merci. Patrice Mbonimotwa, bonjour. Vous êtes avocat au barreau du Luxembourg. Vous êtes également spécialiste du droit pénal luxembourgeois et chargé de cours associé à l'Université du Luxembourg. Hautement informé sur les questions de droit pénal international, vous êtes également l'auteur de plusieurs articles dont le plus connu, c'est de quels crimes ont été victimes les Rwandais. Avec vous, nous avons souhaité comprendre un petit peu mieux l'aspect juridique du mapping et notamment comment la justice internationale fonctionne et les perspectives pour le futur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question pour entrer dans la matière. Beaucoup d'observateurs nous disent que le rapport mapping n'avait pas pour vocation d'établir les responsabilités individuelles ni de jeter le blâme, mais plutôt d'éclairer une éventuelle justice qui prendrait le relais sur les faits qui auraient été commis. Il avait également pour but de montrer à l'opinion publique les failles dans le fonctionnement du système judiciaire local et le cadre juridique nécessaire pour juger de ces crimes. 10 ans se sont écoulés entre-temps.
Quel constat, quelle défaillance avons-nous pu voir? La justice internationale doit-elle maintenant entrer en action? Donc bonjour Natacha. Awingene, merci donc de m'avoir donné la parole. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur pour moi. Alors, le rapport Mapping contient un catalogue d'infractions très graves au droit international humanitaire qui ont été commises sur le territoire de la République du Congo, République démocratique du Congo, ex-Zaïre, donc entre 1993 et 2003. Donc, ce rapport, ça fait 10 ans qu'il a été fait. Il a été fait de manière minutieuse. C'est un travail conséquent, très lourd, qui a été mené par 2 personnes qui, je trouve, ont une qualité exceptionnelle puisqu'il s'agissait de l'ancienne présidente du tribunal pénal international pour le Rwanda, Navanatem Pillay, et de l'ancienne procureure auprès de ce même tribunal, Louise Arbour. Donc, ce sont des personnalités de haut plan en ce qui concerne les crimes qui ont pu être commis au Rwanda. Alors, aujourd'hui, ce rapport, ce qui frappe de manière flagrante, c'est surtout l'impunité qui a suivi le rapport en question, puisqu'on aurait pu s'attendre depuis 10 ans que ces crimes qui ont été commis quand même pour les premiers il y a plus de 25 ans soient poursuivis devant une juridiction internationale, tel qu'un nouveau tribunal pénal international pour la poursuite de ces crimes spécifiques, puisque le précédent, dont les auteurs du rapport ont été présidente et procureur, n'avaient pas poursuivi les crimes qui ont été commis sur le territoire du Congo. Qu'est-ce qui aujourd'hui entrave la mise en place d'un tribunal pénal international justement pour le Congo? Alors, moi je suis observateur comme tout le monde, hein, et ce qui me semble être assez flagrant, c'est surtout un manque de volonté politique. C'est un manque de volonté politique parce que pour la mise en place d'un tribunal pénal international, il y a 2 choses. Il y a l'aspect juridique. La mise en place en tant que telle d'un tribunal peut se faire par le biais d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a un rapport accablant sur des faits qui se sont produits sur une période donnée, sur un territoire donné. Donc, sur le plan juridique en soi, ce n'est pas très compliqué, surtout que c'est un exercice qui a déjà été fait pour d'autres crimes qui ont été commis dans d'autres pays et qui a déjà été fait pour les crimes qui ont été commis au Rwanda entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994 ou 94 pour les Français. Donc, on sait comment ça fonctionne. Par contre, il y a un problème de volonté politique et cette volonté politique est pour le moins très, très inquiétante, très dure pour les victimes. Si vous prenez le tribunal pénal international qui a été mis en place pour le Rwanda pour juger les crimes commis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994, ce tribunal pénal international, par exemple, n'a pas poursuivi les crimes qui avaient été commis par le FPR, actuellement au pouvoir au Rwanda, Front patriotique rwandais, alors que sa mission en elle-même était suffisamment large pour le faire, à la fois dans le temps, puisque c'était du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, et ensuite dans l'espace géographique, tout le territoire du Rwanda, sachant que la manière dont la mission avait été libellée ne disait pas qui devait être poursuivi, mais plutôt visait l'ensemble des crimes qui ont été commis sur ce territoire. Or, par la suite, le tribunal pénal international, et ça c'est là que la volonté politique intervient, interfère même avec la justice. Par la suite, ce tribunal pénal international n'a pas poursuivi les crimes commis par le FPR. Et je pense que c'est dans cette logique de volonté politique défaillante que les crimes qui ont été commis au Congo entre 1993 et 2003, qui font l'objet du Mapping Report, n'ont pas été non plus poursuivis, puisque ce sont les mêmes que ceux qui ont commis, c'est le même FPR en grande partie, transformé en AFDL de Laurent Kabila, qui a commis les crimes les plus graves qui sont relatés dans ce rapport, à la fois à l'égard des Congolais et des Hutus qui s'étaient réfugiés dans la République de l'ex-Zaïre. Justement, le rapport fait état de ces crimes, notamment dans l'épisode s'étant déroulé entre 1996 et 1997, contre notamment les réfugiés rwandais. Il fait état de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, mais en ce qui concerne ces réfugiés rwandais majoritairement Hutus et notamment les citoyens congolais Hutus, le rapport mentionne ce qui pourrait être qualifié de génocide si prouvé devant un tribunal.
Aujourd'hui, nous sommes 10 ans plus tard, aucune instance juridique ne s'est prononcée. Pourtant, le rapport lui-même le mentionne, il y a encore des témoins survivants de ces massacres et présumés génocides. Si aujourd'hui un tribunal pénal international devait être amené à se prononcer sur les crimes dont ont été victimes ces réfugiés rwandais sur le territoire congolais, est-ce qu'il pourrait s'en saisir? Plaideriez-vous pour qu'il soit qualifié de génocide? Oui, bien sûr. Ce n'est même pas une question de le plaider. Moi, j'ai simplement observé ce qui s'est passé. Personne n'a, je dirais, n'a de propension particulière à avoir voulu être victime d'un génocide. C'est un constat désolant, c'est un constat gravissime. Les réfugiés rwandais au Congo ont été victimes d'un génocide. Et moi, dans ce que j'ai écrit, parce que j'ai analysé la question, c'est un génocide qui a été planifié de longue date, qui a été exécuté minutieusement et qui avait déjà été fait au Rwanda, même sur le territoire du Rwanda. Donc aujourd'hui, on a mis en lumière, le rapport mapping a mis en lumière ce qui s'est passé au Congo. C'est une bonne chose, espérons que ça ira plus loin. Mais pour qu'il y ait génocide, il y a des conditions qui doivent être remplies, qui sont prévues par la Convention de répression sur les crimes de génocide de 1948. C'est une convention qui est accessible à tous les juristes. Donc, à partir du moment où vous connaissez les faits, qui sont relatés dans le rapport notamment, et que vous connaissez l'intention des auteurs de ces crimes, vous pouvez vous-même vous faire une conclusion sans attendre qu'un tribunal ne vienne vous l'apprendre. Ce que fait un tribunal, c'est simplement statuer sur la responsabilité des personnes qui ont commis le crime. Mais le tribunal n'a pas le monopole de l'analyse et de la confirmation de l'existence ou non d'un crime de droit international. Ce que le tribunal a, c'est le monopole de la vérité judiciaire. Vous savez à quel point la vérité judiciaire ne fait en général que confronter une vérité factuelle qui existe déjà et juridique, qui est à la portée de tout analyste de bonne foi, digne de ce nom. Donc, dans ce qui s'est passé au Congo, plutôt que de dire « nous attendons qu'un tribunal, ce qui en tout cas nie qu'il s'agirait d'un génocide », plutôt que de dire « nous attendons qu'un tribunal le confirme », qu'on nous explique en quoi ces faits ne seraient pas un génocide. Pour moi, c'est évident, c'est un génocide pour ce qui s'est passé contre les Hutus réfugiés au Congo entre 1996 et 1997. Voilà maintenant 10 ans que ce rapport a été publié. Nous n'avons vu quasi aucune action, que ce soit des autorités locales, que ce soit de la justice internationale. Si la communauté internationale n'est pas incline à s'activer, à mettre fin à l'impunité, est-ce que selon votre lecture, l'Union africaine aurait-elle un rôle à jouer dans ça? Quel pouvoir a-t-elle en la matière? Oui, là, vous touchez encore à la question, effectivement, de la capacité politique et même parfois de la capacité tout court, même au niveau logistique, au niveau matériel, de pouvoir faire ce qu'il faut pour poursuivre ces crimes. Alors, je commence tout de suite par l'Union africaine que vous citez. Dans les statuts de l'Union africaine, donc, qui a été créé en 2000, il y a dans les principes qui sont poursuivis par l'Union africaine la possibilité pour l'Union africaine, notamment la conférence des chefs d'État, d'intervenir sur les territoires d'un État membre de l'Union africaine lorsqu'il y a des crimes graves de droit international humanitaire, qui sont le crime de génocide, crime de guerre, le crime contre l'humanité. Donc c'est possible dans les principes, mais on est loin du compte. On est loin du compte puisque et là, c'est très paradoxal. Par exemple, l'Union africaine a été présidée il y a quelque temps par le Rwanda. Donc, vous avez les auteurs des crimes les plus graves contre l'humanité, un crime de génocide, crime de guerre, qui sont à la tête d'un État membre de l'Union africaine et qui, à un moment donné, sont appelés à en assumer la présidence. Donc, comment voulez-vous que l'Union africaine ait la volonté politique de poursuivre de tels crimes si parmi ses membres, vous avez des États qui sont contrôlés par des criminels de guerre? Mais néanmoins, et puis vous voyez aussi que d'une manière générale, l'Union africaine n'a pas encore la maturité, il faut l'admettre, la maturité pour pouvoir intervenir sur ces types de questions-là, parce que l'Union africaine elle-même est composée d'États dont
près de la moitié ne sont démocratie, si pas plus, je suis généreux. Et puis, surtout, dont la plupart ne sont même pas souverains, même pour le peu d'États qui sont démocratiques. Ils doivent encore se battre pour conserver leur souveraineté. Et quand vous voyez les rapports qui existent encore entre certaines ex-puissances coloniales, je ne vais pas citer de nom, je pourrais très bien le faire dans un autre cadre, mais on voit bien que les États africains sont en souffrance totale en ce qui concerne leur souveraineté. Donc, pas de souveraineté, pas de démocratie. Donc, vous créez une Union africaine. Donc, c'est une, si vous voulez, c'est un conglomérat d'États qui eux-mêmes sont faibles et manquent de lacunes, des lacunes les plus enfin, ont des lacunes fondamentales qui sont l'absence de démocratie, l'absence de souveraineté. Et donc, vous ne pouvez pas créer comme ça une organisation supranationale qui aurait encore des pouvoirs quelconques. Quand vous voyez à quel point l'Union européenne elle-même est faible dans certains domaines, notamment spécialement dans ce domaine de pouvoir appeler à la poursuite de crimes graves de droit international humanitaire qui ont été commis, sachant que c'est encore une compétence qu'on essaie de réserver au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que là, on sait que c'est lui, finalement, qui est de manière suprême en charge de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. À défaut d'un tribunal pénal international pour le Congo, existe-t-il un autre moyen pour les victimes d'espérer reconnaissance, réparation pour les préjudices dont ils ont été victimes? Alors, les crimes qui ont été commis sur un territoire donné, notamment au Congo, peuvent être poursuivis, je dirais, de trois manières, ou par trois instances qui sont toutes les trois compétentes. On peut les poursuivre sur le plan national par des juridictions nationales créées à cet effet, ou alors des juridictions qui existent déjà. Mais ça, et c'est pour ça que vous me posez la question, c'est pratiquement impossible pour le moment au Congo, puisque c'est un État qui doit se reconstruire. Comment voulez-vous poursuivre des crimes lorsque parfois même certains auteurs de ces crimes sont encore des dirigeants présents et impunis sur le territoire en question. Donc, c'est très difficile de compter sur la justice nationale, pour peu qu'elle ait encore les moyens humains, matériels et logistiques de pouvoir faire un tel travail. C'est très compliqué. Donc, le Congo est encore à feu et à sang, il faut le dire, il faut le reconnaître. On voit tous les jours des incidents gravissimes qui continuent à se produire dans ce pays. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse là-bas juger ces crimes. Mais bon. Ensuite, il y a, lorsqu'il s'agit de crimes graves comme le génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, la possibilité de poursuivre ces crimes devant des juridictions nationales d'autres. En ce qui concerne, par exemple, les crimes qui ont été commis au Rwanda, vous avez vu que des États comme la Belgique, notamment, prenons l'exemple de la Belgique, en vertu d'une loi de compétence universelle, peuvent décider de poursuivre des crimes qui ont été commis ailleurs, par des étrangers contre des étrangers. Normalement, en droit pénal, vous poursuivez les crimes qui sont commis là où vous avez juridiction et non pas des crimes commis à l'étranger. Mais si vous adoptez une loi de compétence universelle, vous pouvez comme ça aller poursuivre des crimes commis au Rwanda par des Rwandais contre des Rwandais et vous les poursuivez en Belgique, en plus des crimes sont imprescriptibles. C'est un scénario parfois très difficile à gérer. C'est très difficile de rassembler les preuves, la crédibilité des témoins, etc. Mais au moins, vous essayez de rendre justice. Ça, c'est la deuxième manière qui n'est pas toujours parfaite, n'est pas toujours efficace, mais voilà. Au lieu de laisser impunis les crimes, on essaie quand même de les poursuivre ailleurs. Et puis, vous avez la troisième manière qui est normalement, qui devrait être la plus efficace, mais qui, elle, manque cruellement d'efficacité lorsqu'il n'y a pas de volonté politique. C'est la création d'un tribunal pénal international pour poursuivre ces crimes. Vous avez deux tribunaux, je dirais, deux juridictions possibles. Vous avez d'abord la juridiction de la Cour pénale internationale. Elle existe de manière permanente pour poursuivre ces crimes-là de droit international humanitaire, génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, plus encore le crime d'agression selon le statut de la Cour. Mais cette Cour pénale internationale a été créée en 1998, en juillet 1998, et elle n'a compétence pour les crimes qui ont été commis après son entrée en vigueur, donc après le 1er juillet 2002. Donc, en ce qui concerne le mapping court, on ne pourra pas poursuivre ces crimes devant la Cour pénale internationale parce qu'elle a été très claire, elle a été créée à ce moment-là. Mais moi, quand j'observe un peu la situation, je me dis que cette Cour pénale internationale a probablement été
créés après tous ces crimes, enfin, du moins son accélération, sa mise en place, ont probablement été provoqués par ce qui venait de se passer chez nous. Et donc, en Afrique, au Rwanda, au Congo. Donc, finalement, c'est paradoxal qu'on mette en place une Cour pénale internationale qui juge des faits postérieurs à ceux pour lesquels on a pensé qu'il était quand même temps d'avoir une juridiction internationale. Soit. Et vous avez la dernière possibilité, donc cette deuxième juridiction internationale, c'est le tribunal pénal international. Il faut un tribunal pénal international. On en a créé un au Rwanda, le Rwanda, janvier 94 à décembre 31, pour les crimes commis du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 sur le seul territoire du Rwanda. Donc, on a exclu, ou du moins on n'a pas inclus les crimes commis au Congo déjà sur le territoire du Congo, de 1993 à 2003, mais en plus, on a limité la période à une seule année, alors que ça concerne des crimes qui ont été commis sur un territoire de 10 ans. Donc, la seule solution, c'est de créer un tribunal pénal international qui visera à juger les crimes qui ont été commis sur cette période-là, en fait, tous les crimes qui sont couverts par le Mapping Report. C'est la seule solution, sinon on va vers une impasse dans laquelle 25 ans après, on se rend compte qu'on s'enfonce de plus en plus. Donc, les gens qui pensent que le temps arrange les choses, au contraire, le temps augmente les tourments dans cette affaire. Et à un prix Nobel de la paix, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de donner un prix Nobel à quelqu'un qui essaie de réparer les victimes. À un moment donné, il faut arrêter de faire ces victimes parce que l'impunité entraîne quoi? Ça entraîne la répétition inlassable de ces crimes. Vous voyez à quel point une arrogance macabre, c'est très difficile à supporter pour les victimes. Justement, cette impunité dure depuis plusieurs décennies maintenant dans la sous-région, notamment au Congo aussi. Avez-vous espoir que la justice se saisisse? Enfin, est-ce que vous voyez des signaux, des éléments qui pourraient penser qu'on est proche de la fin de l'impunité? Oui, bien sûr, on a espoir. On n'a pas de boule de cristal qui pourrait nous permettre de savoir quand, mais ce qui s'observe quand même dans l'histoire des crimes qui ont été commis et la manière dont les crimes ont été poursuivis, c'est qu'il y a toujours une accélération vers la fin. Donc, parfois, vous avez des années d'impunité, et puis quand le processus s'enclenche pour mettre en place enfin une solution juridique digne de son nom pour mettre fin à ces crimes, ça s'accélère. Et donc aujourd'hui, on sent quand même une petite accélération dans la manière dont on plaide pour la mise en place d'un tribunal pénal international pour juger les crimes qui ont été commis au Congo. L'Union européenne vient d'adopter une résolution, elle s'adresse au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le prix Nobel de la paix, M. Denis Mukwege, a appelé à la création de ce tribunal. Il est soutenu par de nombreuses associations, de nombreuses organisations. Donc on entend des voix. Et puis les victimes bougent, les victimes le réclament. Et alors, ce qui est assez étonnant au Rwanda, c'est que vous avez des Rwandais qui réclament justice pour leurs compatriotes. Parce que il faut le voir, vous avez quand même les crimes qui ont été commis par le FPR au Rwanda et en République démocratique du Congo surtout, visaient les Hutus. Et vous avez des Tutsis au Rwanda et à l'étranger qui plaident pour qu'il y ait enfin que ces criminels soient poursuivis, parce que tout le monde est conscient que la paix, la sécurité, l'avenir du Rwanda doit passer par le fait de rendre justice à toutes les victimes, quoi qu'on en dise. Donc oui, j'ai très bon espoir, j'ai bon espoir qu'à un moment donné, ce sera mis en place et qu'on pourra vraiment aborder un véritable futur dans notre pays et au Congo aussi. Un futur où l'impunité cessera de régner. Merci beaucoup pour votre développement. Avant de nous donner peut-être une observation générale, une conclusion qu'on pourrait tirer, avant cela, est-ce que vous auriez un message par rapport à la société civile congolaise, rwandaise, burundaise, en tout cas de la sous-région, sur les actions qu'elle pourrait mener afin d'impulser l'avènement de ce tribunal pénal international pour le Congo? Quelles actions entreprendre? Quelles synergies envisager? Auriez-vous un message pour la société civile en général?
Je dirais que oui, je pense que ce qui est déjà en place, notamment ces conférences, le fait de s'informer, d'en discuter, d'alerter, c'est déjà très bien. La société civile, c'est quoi? C'est une entité abstraite. J'appellerais plutôt chacun, ceux qui pourront entendre votre conférence, chacun à soutenir toutes ces initiatives. Personnellement, je dirais que mon message s'adresse surtout aux victimes. Aux victimes. Je dirais que c'est à elles qui font partie de la société civile que je m'adresse. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui ont les leurs, qui sont morts dans les forêts du Zaïre entre 1996 et 1997, que ce soit des Congolais, que ce soit des Rwandais, qui restent silencieux, cloîtrés, terrés. Je sais que ça fait, j'en ai tellement rencontré qui avaient peur de dire qu'ils ont perdu les leurs. On ne peut pas continuer à faire ça. Il faut que les victimes, chacun qui a perdu un membre de sa famille il y a 25 ans, ça fait déjà très, très longtemps, que ces victimes se manifestent, n'aient pas peur de se manifester. Parce que pour mettre fin à l'impunité, il faut déjà qu'on passe au premier cap de ne pas avoir peur. Donc d'aller vers ces associations comme Jambo notamment, qui veulent lutter contre cette impunité et de se manifester, de donner des témoignages, de soutenir, rien que cela. Parce que tout cela sera possible lorsque les victimes auront témoigné, auront contribué à la manifestation de la vérité. Et la réparation, contrairement à ce qu'on pense, la réparation, ce n'est pas de l'argent. L'argent, qu'est-ce que vous voulez faire avec de l'argent 25 ans après? On ne vous rachètera jamais les gens que vous avez perdus. Mais par contre, le fait qu'on reconnaisse que ces crimes ont eu lieu, qu'on leur donne leur véritable qualification et que les auteurs de ces crimes soient punis et disparaissent de la sphère publique. On ne peut pas avoir des criminels de guerre qui se pavanent partout dans le monde et qui s'en vantent et qui se targuent de pouvoir recommencer à tout moment. Ça doit terminer parce que le monde ne peut pas fonctionner comme ça. On est dans un nouveau monde où on doit mettre fin à la violence et on doit régler les conflits autrement que par la violence. Et donc, cette violence passée, ces crimes passés doivent être punis et les gens qui les ont commis doivent disparaître et laisser la place à une nouvelle génération qui construira sur des bases démocratiques et souveraines. Une société basée sur la démocratie, la justice et surtout la fin de l'impunité. Merci beaucoup, Maître Mbonimouskwa, d'avoir pris le temps de développer cet aspect du dossier mapping avec nous. Nous vous remercions vraiment d'avoir pris ce moment. Nous continuerons à discuter ensemble, à avoir d'autres échanges. Et pour l'instant, nous vous disons au revoir et merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonjour, Dr Réginald Morez. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette conversation. Vous êtes docteur en médecine, chirurgie et accouchement et vous avez longtemps été membre de Médecins sans frontières, que vous avez d'ailleurs présidé de 1986 à 1994. Ensuite, vous avez embrassé une carrière politique comme secrétaire d'État et ensuite ministre à la coopération au développement de 1996 à 1999. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons souhaité vous parler concernant cette période qui est décrite en partie dans le rapport mapping pour essayer de comprendre le regard que vous portez au drame dont vous avez été témoin, ou en tout cas quand vous étiez sur place à l'époque. Pour cela, quelques questions. On va commencer tout de suite par la première. En 1997, dans une interview que vous avez accordée au journal Le Soir, vous avez été parmi les premiers à alerter sur les crimes qui se commettaient à l'est de la RDC, à l'époque le Zaïre, contre les réfugiés rwandais, et vous aviez même utilisé le terme génocide. Aujourd'hui, le rapport mapping semble vous donner raison, mais quels éléments avez-vous à l'époque pour suggérer déjà qu'il s'agissait d'un génocide? Disons bonjour donc à tout le monde. J'ai resitué, je vais resituer brièvement. Hein. Donc, comme président de Médecins sans frontières en 1994, c'est important pour ce que je vais vous raconter. J'avais aussi comme un des premiers, en tant que président. Alors, j'avais écrit une tribune qui était parue dans le Soir et dans le Morgen. D'ailleurs, je peux la dire la date, le 29 avril dans le Morgen, et puis un peu plus, 2 jours plus tard dans le Soir, la distraction coupable, de Schuldgeverstrooidheid. Et là-dedans, j'avais donc dit, voilà, la crise au Rwanda, moi j'avais été là au début par Bujumbura, mais j'ai été renvoyé directement en Belgique parce que j'étais belge, c'était le lendemain de l'assassinat d'Edi Parra belge.
Donc, on a envoyé un chirurgien d'une autre nationalité, d'autant plus que je présidais MSF. Et donc, on m'a dit, bon, j'étais un personnage un peu plus en vue, donc j'ai dû rapatrier. Mais à la fin, avec les témoignages de nos collègues, entre autres à Boutare, où un nombre de personnes avaient été, de patients, pardon, 180 patients qui ont été machetés dans leur lit, etc. J'ai dit, voilà, j'ai écrit une tribune, une nuit d'ailleurs, pour exprimer ma colère. J'ai dit, cette crise n'est plus une crise, c'est un génocide. En 94, contre le génocide donc de 94. Bon, ok. J'ai attaqué le gouvernement belge, j'ai été rappelé par le roi, par le Han à ce moment-là, etc. Jamais pensé que un an plus tard, j'aurais été dans son gouvernement, mais bon, ceci étant dit, j'avais aussi dit, voilà, les Nations Unies, où la force, c'est non-assistance à personne en danger. Pour nous, en tant que médicaux, c'est un crime qui est passable d'une juridiction officielle. En 96, quand j'étais au gouvernement, il y a un père blanc qui est venu me voir, monsieur le père Ballas, et qui m'a dit, oui, voilà, j'ai entendu dire que vous aviez une sensibilité pour au moins les violations des droits de l'homme. J'ai été au Quai d'Orsay, puisque je suis français. J'ai fui le Rwanda, j'ai fui donc effectivement la région parce que j'ai travaillé aussi bien au Rwanda que dans les forêts de l'Est du Congo. J'ai été témoin de massacres dont je viens vous montrer un nombre de photos et de photos. Alors, il m'a dit au Quai d'Orsay, on m'a envoyé paître. Le français joue toujours un rôle un peu spécial, dirais-je, dans la crise du Rwanda, la Belgique aussi. Mais enfin, ok. Et alors, j'ai pris ça au sérieux. Premièrement, parce que ce père m'a raconté qu'il avait il avait aussi bien sauvé des Hutus que des Tutsis, en fait, etc. C'était quelqu'un qui était, je me semblais très impartial, enfin, comme il faut dans la foi chrétienne. L'amour ne s'arrête pas à une tribu ou à une partie politique ou quoi. Et j'ai alors convoqué un conseil spécial de ministre de la coopération ainsi que l'HCR, Madame Ogata, ainsi que le CICR et une délégation des Nations Unies à Bruxelles, très rapidement avec le secrétaire d'État actuel, Xavier Emmanueli, qui était secrétaire d'État à l'action humanitaire chez Chirac. Il m'a dit, OK, moi je vais quand même m'y lancer avec toi, puisqu'il est un ancien MSF aussi, français. Voilà. Et donc, nous avons convoqué ça. Bon, j'ai eu des remarques un peu ironiques, entre autres, de la collègue britannique qui m'a dit toutes ces photos aériennes que le père Ballas avait emmenées, mais aussi les photos du terrain, de massacres et des gens qui étaient assassinés, etc. Toutes ces photos, ce sont peut-être tous ces points noirs dans la forêt, ce sont peut-être des gorilles. Donc, imaginez-vous, mais enfin, pour vous dire le cynisme qui traversait à ce moment-là la communauté internationale vis-à-vis de ces crimes. D'autant plus qu'on dit le génocide, c'est fini, il n'y a plus d'autres possibilités, etc. Et tous les gens qui sont dans l'est du Congo, dans la forêt, qui ont fui, sont tous des génocidaires, ce qui n'a pas été vrai. Il y en avait bien sûr un nombre parmi les réfugiés à Goma, etc. Mais enfin, un nombre n'était pas des réfugiés. Et puis d'ailleurs, il y a eu 4 formes de justice à la Gachacha. C'est pour dire que les gens de la catégorie 4 n'étaient pas la même que la catégorie 1 planification. Bon. Et donc là, j'ai employé le terme qu'évidemment, vu qu'on ciblait spécifiquement une population, et bon, Tutsi et certains Hutus en 94 et puis Hutus uniquement en 96, j'ai dit, en fait, il est possible que maintenant on assiste à nouveau à des crimes génocidaires, comme vous dites. Ce terme a été repris par un journal américain qui m'a téléphoné même des États-Unis en me disant, bon, dans la situation 2 ans après, vous employez quand même un terme un peu osé, etc. Je me dis, non, bon, ok, je crois que toute tendance à exterminer une partie d'une population, d'une ethnie, quelle qu'elle soit dans le monde, mondialement, est quelque part génocidaire. Bon. Dans le sens exact du mot et comme ça a été reconnu dans la justice internationale. Bon, alors après, donc, j'ai été au Rwanda parce que j'étais secrétaire d'État adjoint au Premier ministre, donc, et puis après, à la fin, c'est mon ministre, de 95 à 99.
Et donc, à ce moment-là, j'ai été au Rwanda parce que je devais faire une visite officielle et ouvrir des projets de coopération ou discuter des choses. Et alors, évidemment, ce voyage a été très boudé, évidemment, puisque j'avais déclaré ça et ça avait été traduit en anglais. C'était arrivé sur le bureau du vice-président de ce moment-là, M. Paul Kagame. Vous imaginez bien que j'étais pas bienvenu. Et donc, j'ai bien senti ça. D'ailleurs, j'ai eu très difficile à y aller. On était au bord de la rupture presque diplomatique entre la Belgique et le Rwanda à cause de mes déclarations. Mais bon, j'ai convaincu le Premier ministre, mon patron, donc à dire, voilà, il faut y aller. Le ministre des Affaires étrangères, bien sûr aussi, que j'allais en tout cas y aller. Bon, à un certain moment, vers midi, on a quand même accepté que le vice-président, puisque M. Kagame était vice-président à ce moment-là, me reçoivent avec une personne. Donc lui, une personne, moi, une personne. Et donc, cette entrevue qui a duré environ 2 heures a été dans une ambiance glaciale. On ne devait pas allumer l'airco, il n'y avait pas nécessaire d'allumer l'air conditionné, mais donc c'était une ambiance tout à fait particulière que je me rappelle comme si c'était hier, parce que c'est quand même une des expériences fortes de ce que j'ai, ma diplomatie et dans ma vie. Et en fait, on a parlé chacun à tour, on a respecté chacun son temps de parole, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Et mon argument principal, il m'a dit, OK, vous accusez le Rwanda de crimes génocidaires à nouveau, alors que nous venons de vivre cela, etc. Je dis, monsieur le vice-président, à ce moment-là, enfin, en anglais tout ça, hein, moi, mon argument est que vous ne pouvez pas m'accuser de partialité, puisqu'il y a 2 ans, j'ai été un des premiers à utiliser le mot génocide, et seulement 1 mois après que les Nations Unies, fin mai 94, ont accepté le génocide. Bon, maintenant, je ne sais pas accepter que vous-même ou vos collègues puissent comme ça tuer de façon indiscriminée à l'Est du Congo. Et pour moi, dans la vie, mon principe, ma déontologie me dit médicale, mais humaine surtout, et me dit qu'il faut une impartialité vis-à-vis du mal. The impartiality towards evil. Parce que ça veut dire que quel que soit le mal, on doit être impartial. Quel que soit l'auteur de ce mal, même si cet auteur a été maltraité dans le temps, malgré tout, ça reste l'auteur du mal. Et donc, cet argument-là, je l'ai répété plusieurs fois. Et bon, je crois que ça a fait quand même une impression parce qu'à la fin, il s'est levé, il m'a dit, Mr. Minister, I don't agree, of course, but I thank you for your honesty. Et c'est après que je l'ai encore revu, 6 ans après, bien que j'étais plus rien, et malgré tout, on a eu quand même une conversation encore toujours franche et directe. Donc, je crois aussi que dans la vie, parfois dire ce qu'on pense, ça impressionne les gens. Donc, moi, j'ai été quelqu'un qui a effectivement, dans cette période-là, été un des premiers, en tout cas en Europe le premier, à avoir mis l'accent là-dessus. Maintenant, je travaille encore, bien sûr, après. Alors, il y a, c'est vrai que le conflit continue, qu'alors il y a eu l'invasion par cette espèce de monsieur Pierre Kabila, là, avec le soutien des Rwandais, il a diminué, enfin, puis il s'est défait des soutiens des Rwandais, etc. Et puis aussi en 97, pour vous dire que je n'étais pas sorti de mes difficultés diplomatiques. J'ai été donc envoyé par le premier aussi, le gouvernement, comme secrétaire d'État, alors, pour rétablir les relations diplomatique entre le Belgique et le Congo, qui avait été rompu en 91 suite aux événements de Lubumbashi du temps où M. le président Mobutu était au pouvoir. Et donc, à ce moment-là, le père Kabila a même refusé de me recevoir. Mais disons que j'ai tout doucement allé, au moins, il y a eu une première visite et la coopération non gouvernementale a recommencé, etc. Et puis après, etc., ça a commencé à aller avec quand même un petit dégel de la situation et ça va. Mais entre-temps, les violences et les massacres, etc., continuaient à l'est du Congo, bien sûr, parce que ces milices-là, de M. Kabila, là, etc., n'étaient pas plus saines que les autres. Et voilà. Maintenant, je dois vous dire, Madame Natacha,
J'opère là depuis 2014-2015. Je veux d'ailleurs construire une unité chirurgicale et obstétricale, mais j'opère maintenant dans l'hôpital général. Et effectivement, je vois encore tous les jours, nous sommes encore sous l'influence. Je sais bien que votre période que vous déterminez est entre maintenant 93 et 2003 et mapping, mais je vais vous dire qu'en 2020-21 encore, il y a toujours ces suites de ces périodes extrêmement meurtrières et difficiles et depuis 93. Et donc, enfin, depuis 91 même, puisque là, il y a eu la première rentrée de l'EPR, etc. Mais voilà. Et que de toute façon, nous vivons de cette espèce d'imbrication de FDR, encore ou la Xème génération des FDLR, FDLR, etc. Donc, les FDRL, oui, donc, etc. Les Maï, bon, un terme très vague, puis plein de jeunes, évidemment, qui n'ont pas de boulot et qui prennent le fusil pour survivre, etc., etc. Donc, quelque part, nous nous retrouvons dans un mélange, en plus mêlé maintenant à l'ADF, antidémocratique, à la Democratic Forces qui combattent le régime de président Museveni en Ouganda, etc. Et je vous assure que mêlé au trafic des fameux 3TG, enfin, etc., hein, des fameux des minéraux, donc, hein, etc., ça veut dire gold, l'or et les 3T, les fameux étains, donc tungstène, tantalum, etc., le coltan, le tantalite, etc., dont on extrait tous ces métaux, aussi bien partie sud Kivu que nord Kivu, et bien sûr l'or chez nous, etc., par le Rwanda, par l'Ouganda et éventuellement en Tanzanie. Tous ces trafics font que ce conflit se perpétue. Et donc, moi, je ne comprends pas, même si la prochaine question, je sais encore une question, etc., qui me sera posée, mais même si la prochaine question, moi, je ne comprends pas comment, après 18 ans de conflit, plus de 18 ans, après avoir fait un bilan aussi meurtrier, de quand même dizaines, je ne sais pas, centaines de milliers de morts dans la région, surtout toujours des civils innocents, des agriculteurs qu'on attaque sur leurs champs, spécialement lors des récoltes, etc., pour vendre les récoltes, qu'on même décapite. J'ai encore dans mon smartphone des photos maintenant que j'ai reçues il n'y a même pas 8 jours de massacres encore, etc., là dans la région, que je ne comprends pas comment la communauté internationale, qui, en fait, les Américains ou les Russes, enfin n'importe qui, ont trouvé la cachette de M. Ben Laden, mais ne parviennent pas à museler par des services secrets, etc., ou par l'armée, un conflit local qui dure depuis 18 ans, malgré la présence, disons, relativement inutile, enfin, de la MONUSCO sur place. Oui, justement, docteur, depuis toutes ces années, aucun auteur n'a été poursuivi, ce qui justifie, en tout cas, explique en partie le fait que ça continue à se produire en toute impunité. La manière dont ces violations ont été gérées, donc ces violations graves de droits humains dans la région, que pensez-vous de la réaction de la communauté internationale? Et en particulier, quel rôle aurait pu jouer la Belgique ou quel rôle pourrait-elle être amenée à jouer aujourd'hui? Au niveau de la communauté internationale, je viens de vous exprimer qu'ils sont impuissants, qu'elle est impuissante, mais qu'elle se déclare impuissante et qu'elle veut être impuissante parce qu'il y a aussi des intérêts économiques, hein, je vous dis, à propos de ces trafics, puisqu'en fait, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, qui ont peut-être par-ci, par-là, une toute petite mine et une industrie qui l'exportent, ils sont devenus des exportateurs presque mondiaux de ces métaux ces minéraux, pardon, que je viens d'énoncer. Donc, il y a un problème, un très grand problème. Il y a aussi l'alliance avec, bien sûr, des gens d'officiels congolais, probablement, moi je n'en sais rien, ça je ne suis pas un enquêteur, hein. Moi je vais là comme chirurgien humanitaire et pas comme enquêteur. Bon, il y a eu la loi Dodd-Frank aux États-Unis en 2014 qui a légiféré, qui a dit qu'il faut une certification de tous ces minéraux qui sortent du Congo, etc., et qu'il faut certifier s'ils viennent de trafic
licite ou illicite. Trafic licite ou pas. Donc, quelque part, cette loi Dodd-Frank, c'est une loi américaine, bon, mais uniquement pour un pays. Deuxième chose, il y a la directive européenne en 2017 qui doit entrer en vigueur en 2021, donc d'ici quelques mois, on verra, qui dit que effectivement, il faut aussi un certification de l'origine des produits. Il y a certaines firmes qui veulent le faire de façon transparente, n'est-ce pas? Mais ils sont évidemment dépassés par un nombre de trafics illégaux qui est beaucoup plus important que ceux qui veulent le faire d'une façon légale. Mais toutes ces directives, ou la loi américaine, ou la directive européenne, ne vont pas résoudre ce problème. Premièrement, tous les gens qui trafiquent là, et les pauvres qui travaillent et qui trafiquent et sont même exploités par des trafiquants, ne connaissent même pas ni la loi, ni la directive européenne, vous imaginez un petit peu. Et donc, quelque part, tout le monde s'en fout. Et donc, qu'est-ce que... la chose que je pense qu'il doit se faire, bon, à part donc évidemment l'initiative et l'appel international du prix Nobel de la paix, mon collègue, docteur Denis Mukwege, je crois effectivement pour donc une justice, au moins pour une justice internationale et spécifiquement pour éventuellement la création d'un tribunal pour les crimes dans l'Est du Congo, qui doit bien sûr se situer en dehors de la région, qui devrait se situer dans un autre pays d'Afrique, etc., bien sûr, est une initiative certainement positive dans le sens où, comme vous dites vous-même, il n'y a pas de justice sans impunité, dans l'impunité, n'est-ce pas? Il n'y a pas de justice dans l'impunité continue parce qu'il n'y a jamais eu de justice, etc., ou pas parce que la justice se déclare impuissante. Mais quelque part, je crois aussi que les Européens devraient, et nous avons été avec Maître Flamme, mon ami Maître Flamme, nous avons été effectivement à la Commission européenne, un certain même au niveau, à la cabinet de la présidente de la Commission européenne, pour plaider justement non seulement pour l'augmentation de l'aide humanitaire aussi pour des gens qui ont des problèmes de sécurité alimentaire par justement l'insécurité, problèmes d'accès aux soins de santé par l'insécurité, mais aussi par le manque matériel et par la gestion pas terrible au Congo. Mais le fait est qu'on devrait travailler à deux niveaux, c'est cette justice internationale qui devrait s'installer. Et la deuxième chose, c'est aussi, pour moi, faire envoyer, pour nous, enfin Jean, pour envoyer une délégation de l'Union européenne, même mixte avec d'autres personnes, avec quelques spécialistes, gens du terrain, qui aillent enquêter, madame, qui au moins aillent enquêter avec même une certaine forme de sécurité, quelques agents de sécurité, ok, parce que c'est pas une mission inoffensive, n'est-ce pas? Aller enquêter sur toutes ces possibilités de filières de trafic éventuelles. Malgré tout, ce serait dissuasif, n'est-ce pas? Je ne dis pas que ça empêcherait, parce que ce sont des gens non armés, il n'y a pas d'intervention militaire, rien du tout, mais c'est non violent, etc. C'est pacifique, mais quelque part, moi je crois beaucoup dans l'effet dissuasif de dire, tiens, premièrement, la communauté internationale, et spécifiquement maintenant l'Europe, qui en profite aussi et qui a beaucoup profité de notre région, s'en occupe vraiment. Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, ça les fera réfléchir à faire plus attention parce qu'ils savent aussi qu'une commission d'enquête pourra amener des débats au Parlement européen à ce moment-là. Des débats au Parlement européen peuvent aboutir à la demande au niveau des chefs d'État ou du Conseil européen. Bien sûr, ça prend son temps. Nous avons déjà, depuis 18 ans, ce conflit dans les pattes, excusez-moi. En fait. Merci beaucoup. Le docteur Denis Mukwege effectivement plaide pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour le Congo. Aujourd'hui, les enquêtes qui ont été menées par les Nations Unies justement avec le rapport Mapping n'ont pas abouti à de poursuites. Donc, il y a une certaine
un autre aspect qui devrait venir, mais selon vous, surtout se pencher sur les origines économiques, les raisons économiques qui se trouvent derrière tout ce chaos que nous voyons au Congo. Avant de terminer, est-ce que vous auriez un mot, un message, un regard par rapport à la situation que vous souhaiteriez adresser, que ce soit à la société civile ou au peuple congolais ou le peuple de la sous-région? Ben, premièrement, oui, ben oui, mon appel est bon dans mon esprit personnel aussi, donc dans ma philosophie de vie même, ça vient du cœur, de mon âme même. Je ne suis pas un pacifiste pur, je suis plutôt un militant de la non-violence active, disons, de Gandhi, etc. Donc ça veut dire quelque part qu'on doit essayer aussi d'une façon non violente d'établir des dialogues. Mais alors, évidemment, à un certain moment, quand ça ne marche, le dialogue ne marche pas, ou quand le dialogue, madame, est toujours biaisé par des gens de très mauvaise volonté, aussi bien les trafiquants de minerais illégaux que des trafiquants d'armes qui fournissent beaucoup d'armes à des milices encore, etc., au niveau de cette sous-région, ben, malgré tout, à ce moment-là, il faudra bien intervenir, n'est-ce pas? Je sais bien qu'il n'y aura jamais d'intervention parce que ça n'intéresse personne, et que la réelle politique, comme moi je l'ai ressenti et comme je m'y intéresse encore jusqu'à ce jour, malgré tout, ça reste toujours une forme de lâcheté polie, quoi. Hein, donc, de lâcheté polie, et quelque part, moi-même, je suis bien sûr dans la mouvance de ceux qui prônent d'abord le dialogue, même entre des ennemis, certainement des ennemis, mais aussi même des extrémistes. Je suis aussi, je crois que dans le dialogue entre des partis, disons, modérés, c'est bien, mais d'une façon directe ou indirecte, je crois que aussi les extrémistes doivent être inclus dans ce dialogue. Vous comprenez? Parce que si le dialogue et s'il y a un accord qui se fait entre des partis modérés, mais les extrémistes continuent de façon illégale à faire leur trafic et à entretenir la violence, ça ne servira à rien. Donc le dialogue doit être très holistique et inclusif. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, comme je vous dis, des initiatives concrètes doivent se faire. D'abord, une mission d'enquête sur ces trafics et sur la situation de région aussi, avec l'apport de gens de terrain, des gens qui connaissent le terrain sur place. Et à ce moment-là, ça pourrait avoir un impact éventuellement même sur l'Union africaine, etc. Et les leaders, des présidents, des Kagame, Tshisekedi, Museveni, etc. et Tanzanie qui se rassemblent entre eux et qui éventuellement ont le rapport sur leur table pour en discuter. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps ce matin pour nous parler. Nous allons vers la fin de cette émission. Mais avant de conclure, nous voulons dire que compte tenu de l'impunité dont jouissent les auteurs de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire et de la répétition des crimes sur le territoire de la RDC, il y a une urgente manifeste à une réforme des services de justice et de sécurité. Les membres de l'équipe Mapping ont pu constater une peur constante des populations affectées, que l'histoire se répète, surtout lorsque les assaillants d'hier reviennent dans les positions qui leur permettent de commettre de nouveau les crimes en toute impunité. Il y a donc un imminent besoin d'agir tous ensemble. Mobilisons-nous, chacun à son niveau, faisons connaître le Mapping Report, agissons pour la justice et la fin de l'impunité dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Unissons nos voix, unissons nos actions pour clamer haut et fort non à l'impunité dans la région des Grands Lacs africains, non aux crimes de la RDC, non aux crimes dans toute la région du Grand Lac, non à l'impunité. On veut la justice, on veut la paix, on veut la réconciliation du peuple, on veut la liberté du peuple. On veut un tribunal pénal international pour la RDC. Comme l'a dit souvent le docteur Mukwege dans ses discours, il n'y a pas de paix durable sans justice.
Nous vous remercions donc de votre attention pour notre émission et nous vous invitons à suivre la prochaine émission ici bientôt. Au revoir.